Bonjour tout le monde et bienvenue pour notre session aujourd'hui concernant le recrutement ainsi que la puissance de la communication multicanale. Je vais laisser encore peut-être 2-3 minutes avant de démarrer pour les derniers arrivants d'avoir l'opportunité de pouvoir aussi écouter. Voilà, on va démarrer dans 3 minutes. Nous allons démarrer dans 1 minute pour donner une chance aux derniers arrivants. Eh bien, nous sommes partis. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour notre session de webinaire concernant comment booster votre recrutement, la puissance de la communication multicanale. Avant de démarrer, je vais vous donner juste quelques petits conseils sur le fonctionnement de l'outil pour pouvoir aussi interagir. Pour ceux, peut-être certains d'entre vous ont pu déjà le repérer, il y a donc une fonctionnalité de chat tout en bas à droite, ok, où vous avez la possibilité d'interagir avec moi-même directement ou nos équipes qui sont derrière en background pour répondre à vos questions. Vous avez aussi un onglet questions qui est dédié aux questions que vous pouvez avoir, ainsi qu'un onglet sondage. Nous aurons 2-3 sondages. Bonjour Virginie, nous aurons 2-3 sondages qui vous seront soumis pendant le webinaire, auquel vous aurez la possibilité d'y répondre. Et enfin, l'onglet participants. Bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser les emojis s'il y a un sujet que vous appréciez. Voilà, bien entendu, le webinaire est enregistré et vous sera automatiquement envoyé ensuite via votre boîte mail. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous posez la question concernant le contenu. Le contenu vous sera communiqué, envoyé de manière automatique, mais aussi par nos équipes derrière ou un email vous sera envoyé. Voilà pour les petits conseils de fonctionnement. Bien entendu, plus c'est interactif, plus c'est intéressant pour tout le monde. Donc, je vous encourage à poser des questions le plus possible et j'y répondrai. Soit pendant la présentation, soit à la fin durant notre session de Q&A. Voilà. C'est tout pour la petite introduction. Donc maintenant, on peut démarrer. Je vais commencer par me présenter.
Donc, je m'appelle Stéphane Brunner, je suis responsable chez Clever Connect de l'ensemble de l'équipe commerciale sur nos solutions software qui sont ici pour aider les départements de recrutement au sein des entreprises. J'ai pas forcément pour habitude de faire des webinaires chez Clever Connect, mais nos équipes marketing internes m'ont sollicité pour ce sujet spécifiquement, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La raison étant, c'est que je suis aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue privé. Je fais face à un environnement très multiculturel et j'ai passé plus de 12 ans hors de France. En Allemagne, en Irlande, j'ai travaillé aussi beaucoup dans des pays comme la Suède, etc., majoritairement en Europe, mais aussi un petit peu aux États-Unis. J'ai donc fait face à beaucoup de difficultés de communication dans des environnements internationaux et donc multiculturels. Ce qui est intéressant dans les environnements multiculturels, c'est que les problèmes de communication sont très visibles. Okay, mais cela ne veut pas dire que c'est plus compliqué que dans un environnement monoculturel, puisque dans un environnement monoculturel, nous avons aussi les mêmes problèmes et les mêmes difficultés de communication. Elles sont juste moins visibles. C'est la phase cachée de l'iceberg. Et c'est là aussi une des raisons pour lesquelles on va vous parler de communication et de stratégie de communication multicanal dans le cadre du recrutement, car cela concerne bien entendu tout autant les candidats. Et pour l'anecdote me concernant, j'ai une femme qui est russe, 2 filles qui sont bilingues franco-russes, mais je parle allemand avec ma femme à la maison. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quoi ressemblent nos dîners le soir. Quand je parle avec ma femme, c'est en allemand avec les enfants à côté qui interagissent soit en russe quand c'est ma femme qui parle, soit en français quand c'est moi qui parle. Et donc, nous sommes constamment en train de switcher de langue et de médias. Donc, chez nous, la communication, c'est presque un sujet de famille. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ce sujet dans le cadre du recrutement. Pourquoi nous avons choisi ce sujet et pourquoi ce webinaire? La raison est simple, c'est que, bien entendu, nous avons des solutions software qui sont là pour vous aider à implémenter ces solutions, ces stratégies multicanales, de communication multicanale. Mais au-delà des outils, ce que j'ai envie de dire, un outil, ce n'est qu'un outil. Un outil ne remplace pas l'humain. Et un des challenges auxquels nous pouvons des fois faire face et que nos clients font face parfois aussi, en fait, c'est toute la compréhension de la méthode et du processus humain qui se cache derrière les outils, qui est en fait la chose la plus importante pour avoir du succès dans une stratégie multicanale au sein du recrutement. Donc, les outils, c'est une chose, mais l'outil n'est qu'un outil. Et donc, il nous semblait aussi très important de parler au-delà des outils, au-delà des produits que vous pouvez trouver sur les différents marchés, d'aborder le sujet de la stratégie multicanale et le fond du sujet, pas d'un point de vue produit ni outil. OK? Voilà pour l'introduction. Et on peut démarrer et on va commencer avec juste 2 petites définitions pour qu'on soit sûr qu'on se comprenne bien tout au long du webinaire. Bien entendu, nous sommes dans un webinaire concernant la communication et donc définir quelques mots clés me semble important à juste titre. Le premier élément sur lequel il est important de comprendre ce que cela signifie, c'est qu'est-ce qu'on appelle un canal de communication. Un canal de communication, c'est simplement un moyen de transmettre un message à une ou plusieurs cibles. Okay, donc ça peut être tout aussi bien des flyers, des pubs à la télé, des réseaux sociaux, le téléphone, WhatsApp, des emails, sensiblement tout moyen qui peut permettre de communiquer avec une cible lambda. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un canal de communication. Ensuite, ce qu'on sous-entend par une stratégie de communication multicanale, c'est une stratégie qui a pour objectif de séduire des cibles que l'on vise en s'appuyant sur différents canaux de communication de manière potentiellement simultanée. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut l'être,
avec des messages qui sont aussi spécifiques et adaptés, propres en fait aux cibles que vous souhaitez séduire. Voilà, sur chacun de ces canaux. Et propre aussi aux canaux en tant que tels, puisque nous ne communiquons pas de la même manière en fonction des différents canaux de communication. Voilà pour la partie définition. J'espère que c'est clair. Et donc, je vais démarrer aussi avec quelques faits qui expliquent aussi pourquoi, en fait, une communication multicanale devient aujourd'hui et dans le futur de plus en plus indispensable. D'accord ? Il y a un premier élément, et ça, je pense que si vous êtes recruteur aujourd'hui et participez à ce webinaire, vous l'avez très certainement vécu. Et c'est quelque chose en France qu'on a observé principalement à partir des années Covid, ou en tout cas après les années Covid ou pendant les années Covid. Une quantité énorme de candidats sont aujourd'hui ce qu'on appelle des candidats passifs. Okay, donc, pour être exact, 83%. Il s'agit d'une étude que nous avons directement effectuée avec nos équipes. 83% des talents sont des candidats passifs. Passif veut dire des candidats qui ne sont pas à la recherche d'un travail et que nous avons proactivement engagés dans une démarche de sourcing, ce qui est notamment considérable. C'est un énorme changement par rapport à ce qu'était le recrutement il y a 5 ans, 10 ans en arrière, où le recrutement très souvent, pas tout le temps bien entendu, mais très souvent sous-entendait en fait simplement l'évaluation des candidats qui avaient déjà candidaté. Et de nos jours, et pour beaucoup de positions, pas toutes, mais beaucoup de positions, nous n'avons plus le luxe d'être dans ce cas de figure-là, et donc nous devons nous efforcer d'engager de manière proactive avec les talents qui ne sont pas forcément en recherche active. Enfin, le deuxième élément aussi qui est important à considérer, 73% des personnes actives seront issues des générations Y et Z en 2030. Ok, donc je suppose que ça vous parle, les générations Y, ce qu'on appelle aussi les millénials, ainsi que la génération Z. La génération Z, c'est la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail. Hein, donc c'est les entre 20 et 30 ans, c'est la génération Z. Au-dessus de 30 ans, c'est la génération Y, à peu de choses près, plus ou moins. La particularité ici de ces deux générations-là, et qui influent naturellement beaucoup de changements aussi dans les méthodes de recrutement, c'est qu'ils sont généralement digital natifs, c'est qu'ils sont généralement habitués aux réseaux sociaux, au WhatsApp, au SMS, mais aussi beaucoup moins aux anciennes méthodes de communication qui étaient peut-être dans le passé des pubs au cinéma, des flyers ou simplement dans les journaux. Hein. Il fut un temps, on postait des offres d'emploi dans les journaux, c'est plus le cas maintenant, ou très peu le cas. Et donc, cela sous-entend, si cela n'a pas été fait au sein de votre entreprise, une adaptation à ces générations, puisqu'elles concernent une grande majorité des personnes actives aujourd'hui. Enfin, le troisième élément qui est plus propre, bien entendu, à la communication multicanale, c'est que aujourd'hui, comme beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, sont digitales, et que beaucoup de monde côté entreprise s'est mis aussi à la mode, aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur les WhatsApp, nous recevons énormément de messages. Et donc, la notion de personnalisation des messages est de plus en plus importante. Pour près de 40% des actifs, s'il n'y a pas eu de communication personnalisée, il n'y aura pas ou jamais de candidature. D'accord ? Donc, la communication personnalisée est un élément ultra clé de nos jours à considérer dans une stratégie de communication multicanale. Et enfin, le dernier élément, c'est votre marque employeur. Je suppose que ça, c'est un sujet dont vous êtes peut-être beaucoup plus affine, en tout cas que vous avez déjà expérimenté. 86% des actifs consultent généralement des avis des employés d'une société, mais tout comme on peut le faire concernant un restaurant, si nous souhaitons aller dans un restaurant un soir, ou tout autre type d'activité, la consultation d'avis est devenue quelque chose de standard de nos jours. Et donc, c'est un élément critique aussi à considérer dans une stratégie multicanale. Voilà pour quelques data et données pour poser le décor.
et ce qui va nous permettre maintenant de rentrer dans le cœur du sujet et ce avec quoi nous aimerions que vous ressortiez aujourd'hui, car c'est ce pourquoi nous avons fait ce webinaire. L'objectif, c'est que vous pouviez profiter d'une méthode assez simple qui vous permet, indépendamment que vous ayez des outils pour ça ou pas, de mettre en place une stratégie multicanale. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, dans l'onglet questions, à les poser. Je m'efforcerai d'y répondre. Alors, 4 étapes pour mettre une stratégie en place, une stratégie multicanale. Nous avons bien entendu volontairement simplifié les choses pour les rendre les plus simples possibles et les plus accessibles. Il est sûr qu'il y a bien d'autres facettes encore que ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et si cela vous intéresse, nous serons preneurs de vos avis et de vos feedbacks pour éventuellement faire une suite à ce webinaire si vous considérez que c'était intéressant pour vous. On va commencer avec la première étape. Donc, la première étape pour pouvoir mettre en place une stratégie multicanale, ça peut peut-être paraître évident, il faut définir ses enjeux ainsi que les cibles que nous souhaitons viser. D'accord ? Vous allez voir sur la droite de l'écran, je vais dérouler un petit exemple pour que ce soit le plus concret possible et que vous ayez des éléments. Il s'agit bien entendu d'une entreprise fictive. Hein. J'ai simplement pris une entreprise fictive, mais pour pouvoir faire l'exercice ensemble, qu'on puisse vraiment bien voir concrètement comment est-ce qu'on peut définir les enjeux et les cibles. Alors, on va démarrer avec le premier élément de ce sujet qui est qu'il faut anticiper bien entendu le nombre de recrutements. Donc, on a un objectif de recrutement pour l'année. Là, j'ai pris une entreprise de 2500 collaborateurs qui est présente en Europe, qui a une stratégie de recrutement et qui souhaite mettre en place pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de 10% dans un contexte de candidats pénuriques, en tout cas dans le secteur dans lequel cette entreprise se trouve. Mes objectifs de recrutement pour l'année 2024 sont de 400 recrutements à faire sur l'année. D'accord? Donc ça, c'est le début. Ensuite, nous avons donc 400 recrutements à faire pour l'année 2024. La première étape, c'est ces 400 recrutements. Comment est-ce que je peux les catégoriser? Donc, il y a certaines catégories de métiers. Il n'est pas forcément nécessaire pour cet exercice d'aller à un niveau ultra détaillé. Cela dépend simplement en fait des enjeux et des attentes que les différents profils vont avoir. Mais ce qui est important en fait, c'est de consolider dans des catégories des profils métiers qui ont une forte probabilité de se ressembler en termes d'attente, ce que le candidat aura comme attente, ou aussi les types de canaux que ces types de candidats vont avoir. Ok, donc c'est ça qui doit être votre curseur pour pouvoir définir ces différentes catégories. Entre autres ici, dans notre exemple fictif, nous avons défini 4 catégories. Une catégorie qui sont les alternants, une catégorie qui sont les techniciens, les cadres et managers, ainsi que les directeurs. Si on regarde la typologie des candidats sur ces 4 typologies de métiers, nous avons pour les alternants, par exemple, une population qui est plutôt junior, entre 20 et 25 ans, avec un certain niveau d'études éventuellement. Sur les techniciens, on va être plutôt sur des profils Bac+2 avec une expérience déjà peut-être en place. Sur les cadres et managers, ça va être plutôt des Bac+3, Bac+5, expérience avec des hard skills peut-être très spécifiques, plus spécifiques, ainsi que une forte besoin au niveau soft skills, ainsi que les directeurs avec une expérience, un réseau, etc. D'accord? Bon, ça c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à se poser la question de comment j'associe chaque typologie de candidat à leur usage et préférences de communication. Donc, typiquement, allô, allô? Désolé, j'ai eu un petit problème de connexion, a priori, mais je suis de retour. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre? C'est bon? Ouais, super, ok. Très bien. Donc, je reprends. Donc, les alternants,
Il s'agit donc de leur usage et préférences de communication. Donc, typiquement, les alternants vont être des personnes de la génération Z, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ils vont être très souvent sur Instagram, TikTok, éventuellement LinkedIn, WhatsApp. Très souvent, ça va être des étudiants aussi. Donc ça va être les typologies de canaux qu'ils vont utiliser. Les techniciens vont plutôt se trouver dans la partie SMS, WhatsApp aussi, appel téléphonique, salon professionnel, etc., etc. Vous comprenez la logique. Bien entendu, tout ce qui va être cadre et directeur, LinkedIn est un réseau très important, qu'il est peut-être moins pour la partie alternant ou technicien. Bref, l'important ici à cette étape-là, c'est vraiment de se poser les bonnes questions en termes de quels sont les canaux, que les différentes catégories que j'ai pu définir vont être potentiellement utilisés par les profils que je vais rechercher. Et enfin, la dernière étape à ce stade-là va être de comprendre, ou en tout cas de commencer à définir, et ça c'est quelque chose qui va évoluer potentiellement au cours du temps, on le verra en dernière partie sur la question de mesurer les résultats, mais je dois me poser la question, quelles sont leurs attentes vis-à-vis d'une entreprise. Donc leurs attentes peuvent être multiples. Par exemple, les alternants, leurs attentes potentielles peut être un accompagnement ou en tout cas l'apprentissage. Généralement, quand on fait une formation d'alternance, ce qu'on recherche, c'est l'apprentissage. Donc, la partie learning est très importante pour des alternants. Pour des techniciens, ça va être l'évolution, peut-être la stabilité de l'entreprise, peut-être aussi les bénéfices que vous allez pouvoir leur accorder. Souvent, les techniciens sont des personnes qui sont aussi des fois sur les routes. Donc, la notion d'avantages type voiture de fonction, des choses comme ça vont être peut-être des sujets importants pour ces personnes-là, etc., etc. D'accord ? À cette étape-là, il est toujours difficile de savoir avec une forte exactitude, si c'est la première fois que vous faites cet exercice-là, quelles sont leurs attentes exactes. Mais c'est pas grave, il faut faire des hypothèses, des suppositions, et donc sur la base de ces suppositions, vous allez pouvoir vous lancer. C'est une fois à la fin, quand on verra la dernière étape qui sera de mesurer et d'optimiser, que là, vous allez ensuite affiner toutes ces choses-là. Alors, il y avait une question sur est-ce qu'on peut vraiment faire du recrutement sur TikTok et Instagram? La réponse est oui. Maintenant, cela dépend énormément, encore une fois, et c'est exactement c'est une bonne question. C'est exactement ce dont on essaye c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, cela dépend tout simplement des personnes que l'on cherche viser, des profils que l'on cherche viser. Il y a des entreprises qui font des campagnes de communication sur TikTok, sur Instagram, etc., etc. Voilà, je ne suis pas un expert ou technicien spécifique sur TikTok ou Instagram, donc si vous avez des plus techniques là-dessus, on peut peut-être y répondre si vous envoyez les questions, mais oui, pour répondre à la question, il y a effectivement des entreprises qui peuvent faire du recrutement sur ces médias-là. Je vais continuer. Il y avait encore deux autres questions. Est-ce qu'on peut vraiment faire du recrutement? D'accord. Et donc, au sujet des avis, sauriez-vous dire lesquels sont ceux les plus regardés par les candidats? Alors, je suppose que vous sous-entendez les plateformes sur les avis. Et donc, si c'est bien ça, si votre question s'agit des plateformes qui sont regardées concernant les avis, il peut y avoir différentes plateformes. En tout cas, la plus connue, c'est bien entendu Glassdoor, qui en France, en tout cas après d'un pays à l'autre, ça peut changer. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, Kununu est très utilisé, même presque plus que Glassdoor. Mais en France, à ma connaissance, c'est principalement Glassdoor qui est utilisé. Après, il y a aussi beaucoup d'autres outils et plateformes qui sont existantes. Très souvent aussi, ce que font les candidats, c'est qu'ils tapent dans une recherche Google. Et donc, il peut y avoir des fois différents liens qui peuvent sortir. Donc, si vous voulez avoir une idée un petit peu des plateformes que vos candidats peuvent utiliser, ce que je vous conseille, c'est simplement de faire une recherche Google avec votre nom d'entreprise et taper simplement avis avec votre nom d'entreprise dans Google. Et sur la première page, vous regardez l'ensemble des plateformes qui ressortent pour votre entreprise spécifiquement. D'accord? Voilà. Je vais donc avancer sur la deuxième étape. Donc là, on vient de finir, c'est la définition, c'est le début du process. Donc c'est la définition des cibles et des enjeux. Donc là, à ce stade-là, on sait exactement qui on vise et on sait exactement ce qu'ils attendent et sur quels canaux ils vont potentiellement être d'accord de communiquer. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape va être de créer des viviers de talents. Alors,
Les viviers de talent, c'est très probablement une notion que vous connaissez, en tout cas si vous êtes dans le milieu du recrutement. Maintenant, on parle aussi de, quand on parle de vivier de talent, l'anglicisme pour ça, c'est talent pool. Okay, donc c'est aussi peut-être un mot que vous utilisez aussi. Mais là, je veux juste mettre un petit warning à ce stade-là, parce que ce qu'on entend par vivier de talent n'est pas forcément la manière et la méthode dont vous l'utilisez aujourd'hui, ou en tout cas dont vous avez l'habitude de l'utiliser aujourd'hui. Ok, donc si vous pouvez simplement mettre de côté déjà ce que vous connaissez, et puis à la fin rapprocher ce que vous connaissez versus ce que je vais vous expliquer là maintenant. Un vivier de talent ou une talent pool, c'est bien entendu une base de données qui englobe des candidats qui ont déjà candidaté mais qui n'ont pas forcément été retenus, ce qui est généralement ce qui est fait aujourd'hui, mais aussi et principalement des candidats potentiels, ce qu'on peut appeler aussi des talents, okay, donc qui ne sont pas encore candidats, qui n'ont pas fait acte de candidature, mais qui sont des profils que nous avons repérés, soit sur LinkedIn, soit ailleurs, en tout cas, soit sur des salons ou autre chose, et qui ont un profil qui, nous, en tant que recruteurs, peut nous intéresser par rapport à une typologie de job bien précise. Okay, donc ça, c'est ce qu'on entend par vivier de talent ou talent pool. Ce n'est pas simplement des ex-candidats ou des personnes qui ont candidaté et qui ont été refusées, c'est aussi des personnes qui peuvent nous intéresser et qui n'ont pas fait acte de candidature. J'insiste bien sur ce point-là parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant toujours dans des entreprises. Et donc, ça, c'est la définition que l'on donne à une talent pool ici aujourd'hui. Et après, le deuxième élément qui est important et qui est très différent souvent des usages communs, ce qui ne veut pas dire que vous ne le faites pas spécifiquement, mais en tout cas des usages communs. Généralement, on a tendance, le vivier de talent a une notion d'unicité, c'est-à-dire que quand on parle de vivier de talent, on pense qu'il n'y en a qu'une seule. La réalité, c'est que, en fait, ça, c'est un problème outil. C'est-à-dire que les outils que vous utilisez ne vous permettent pas d'avoir plusieurs talent pools ou d'avoir plusieurs viviers de talent. Mais encore une fois, si on s'abstrait des outils qui sont sur le marché et qu'on essaie de réfléchir de manière conceptuelle sur qu'est-ce qui fait sens, eh bien, en fait, nous avons tout intérêt à avoir plusieurs talent pools, plusieurs viviers de talent en fonction de différents critères qui sont pour notre recrutement, en tout cas pour les cibles que nous visons et les enjeux que nous avons, qui font sens, d'accord, qui aussi la résultante de ça, c'est qu'un candidat potentiel peut aussi apparaître dans plusieurs talent pools, puisque je peux avoir plusieurs cibles différentes, plusieurs enjeux différents qui peuvent correspondre à un même candidat. Et c'est pas grave. Même si un candidat potentiel est dans plusieurs talent pools ou dans plusieurs viviers, c'est très bien, parce que vous allez voir après derrière ce qu'on va pouvoir faire. Il ne s'agit juste qu'une segmentation qui va vous permettre ensuite de faire pas mal de choses pour votre ciblage dont nous avons parlé précédemment. Donc, je vous donne quelques exemples, par exemple, sur comment structurer des talent pools. Vous pouvez, par exemple, structurer des talent pools par typologie de source d'acquisition de talent. Okay, donc, j'ai, par exemple, mes candidats Indeed, j'ai mes candidats Météo Job, ou alors j'ai des profils que j'ai sourcés sur LinkedIn, ou alors j'ai les profils que j'ai pu sourcer sur un salon, par exemple, etc., etc. Bref. Des anciens collaborateurs, etc., etc., des candidats qui ont été cooptés, par exemple, ça c'est une autre possibilité. Donc, on peut structurer ces pools par source, ça c'est un premier élément. Mais on peut aussi structurer des talent pools et des viviers sur la base de d'autres critères qui peut être, si ça c'est important pour votre business, par localité géographique, par compétences techniques, par département, de là où ils viennent, par source d'acquisition, bien entendu. Est-ce que c'est de la cooptation, etc. Donc ça, je l'ai mentionné tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs façons. Là, l'objectif, c'est pas de rentrer en détail sur comment les structurer. L'objectif, c'est simplement de vous donner des éléments et de vous dire, en fait, vous avez la possibilité de segmenter vos talent pools et vos viviers de différentes manières pour pouvoir ensuite implémenter et exécuter votre stratégie multicanale pour vos cibles et vous assurer qu'elles correspondent aux enjeux que vous avez. D'accord ? L'objectif, c'est celui-là. Donc, maintenant sur le pourquoi. Donc là, je vous ai expliqué sur les possibilités, qu'est-ce que c'est qu'une talent pool et les possibilités de segmentation d'une talent pool. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut créer des talent pools et à quoi ça sert de faire plusieurs talent pools ?
Le premier élément, et ça c'est aussi lié à une des statistiques que je vous ai montrées au début, qui est de dire que 40% des personnes actives sur le marché ne candidatent pas si elles ne reçoivent pas un message qui est personnalisé. Il est très difficile, humainement parlant, pour un recruteur aujourd'hui, et ça fait partie des nouveaux enjeux que les recruteurs ont, de personnaliser un message pour un volume très important de profils potentiels ou de candidats potentiels que je souhaite targeter. C'est bien entendu, si j'ai 200 profils que je souhaite targeter, moi, en tant que recruteur, il est très difficile, en fait, manuellement, d'avoir une personnalisation pour l'ensemble de ces 200 profils dans un laps de temps limité. Voilà. Bien entendu, ensuite, derrière, l'objectif de la création de cette talent pool va être de maximiser vos conversions pour aussi, derrière, optimiser votre temps à vous en tant que recruteur pour pouvoir avoir, on va dire, un processus qui puisse tourner en background et faire ce que vous avez besoin de faire sans prendre de votre temps. Okay ? Et ça, c'est un élément essentiel. Quelles sont les typologies de candidats potentiels qui peuvent être intéressants pour vous pour créer des talent pools? Alors, c'est sûr que si vous targetez, si ce sont des jobs pour lesquels vos cibles vous avez une forte probabilité d'avoir un fort volume de candidatures, vous n'avez pas forcément la nécessité d'aller dans ce détail-là avec les talent pools. Cela est plutôt intéressant pour des profils pénuriques ou en tout cas des offres d'emploi dans lesquelles vous n'avez pas beaucoup de candidats qui postulent et donc un besoin de faire du sourcing assez important. Voilà. Ça, c'était le pourquoi. Maintenant que je vous ai dit ça, vous avez probablement des questions concernant Monsieur Stéphane Brunner, c'est bien ce que vous nous dites, mais ça paraît compliqué de faire ça de manière manuelle. Alors, dans les faits, oui, il est difficile de faire ça de manière manuelle sans outils, c'est vrai. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons développé des outils chez Clever Connect qui vous permettent de faire ça. Nous ne sommes bien sûr pas les seuls. Vous avez quand même la possibilité de reprendre cette méthodologie de talent pool, simplement la méthode et la logique, même sans outils, mais à moindre échelle, bien entendu, pour pouvoir faire des choses similaires sans outils. Maintenant, simplement pour vous donner une idée, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une idée à quoi ça ressemble ou comment c'est géré au sein d'un outil qui est entre autres le nôtre. Hein. Encore une fois, il y en a d'autres sur le marché. Donc là, il s'agit de notre outil de CRM qui est un Candidate Relationship Management qui vous permet en fait, qui est là pour vous supporter pour gérer l'ensemble des talent pools que j'ai pu vous expliquer. Donc typiquement là dans l'exemple que vous voyez, on va sélectionner un certain nombre de talents qui n'ont pas forcément fait acte de candidature sur la base de critères que nous définissons, qui peuvent être les hard skills ou la localité géographique ou peu importe ce qui passe avec votre offre d'emploi. Et ensuite, on les ajoute dans une talent pool. Donc là, on est en train de créer une talent pool sur lesquelles on va les ajouter. Et donc, tous ces talents vont être ajoutés à une talent pool spécifique, entre autres ici, les commerciaux basés à Paris. Et donc là, j'ai ma talent pool de commerciaux basés à Paris qui se trouve là, comme vous le voyez. Et je vais pouvoir, bien entendu, avec un outil CRM, faire plein d'autres choses ensuite grâce à cette talent pool. Je vais pouvoir automatiser plein de choses et entre autres, je vais pouvoir aussi donner accès à certaines personnes au sein de l'entreprise à cette talent pool de manière très spécifique si ces personnes-là, effectivement, en ont besoin. Parce qu'un des enjeux des talent pools, c'est de pouvoir s'y retrouver. Et on sait quand on n'en a qu'une seule avec énormément de talents et de candidats à l'intérieur, il n'est pas forcément simple de faire le tri et d'y voir clair. Voilà. Bon, donc je vais revenir à notre présentation. Ça, c'était simplement pour que vous ayez l'opportunité de visualiser un petit peu ce que ça veut dire de manière concrète. Mais c'est les talent pools, c'est un peu le Saint Graal comme Seigneur des Anneaux. Je suis sûr que vous êtes familier avec l'anneau du Seigneur des Anneaux qui permet justement de faire toutes ces choses et donc de vous faire gagner un temps considérable. Ensuite, la troisième étape, donc
je récapitule. La première étape, c'était de définir nos cibles et nos enjeux. La deuxième étape, c'était la segmentation de nos talent pools et de nos viviers. La troisième étape va être de construire des messages qui peuvent être soit génériques, soit spécifiques. Mais donc là, on va s'intéresser aussi beaucoup à l'aspect spécifique parce que très souvent, la partie générique, c'est quelque chose qui est déjà maîtrisé. Et enfin, de automatiser même des messages spécifiques sur des cibles définies avec des messages qui correspondent aux enjeux ou en tout cas aux intérêts des cibles que vous avez définies. Je ne sais pas si ce film vous dit quelque chose. Peut-être, non? Je ne sais pas, peut-être des petits pouces dans la salle. Ouais, non, rien. Ok. Il s'agit d'un film de Mel Gibson dans les années 2000. Le titre de ce film, c'est, je crois, en français, c'était Ce que souhaitent les femmes ou quelque chose comme ça. Mel Gibson avait une compétence incroyable. C'était qu'il était capable d'entendre ce qui se passait dans leur tête. Donc, c'était sa compétence. Il y a eu un éclair de génie et il était capable de tout entendre. Et naturellement, pour un homme et pour une femme d'ailleurs, hein, je suppose, c'est génial de pouvoir avoir cette compétence parce que, eh bien, d'un point de vue communication, hein, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, ça permettait à Mel Gibson de savoir exactement quoi communiquer avant même que, sa partenaire, entre autres, était capable de l'exprimer à l'oral. Et c'était génial. Voilà, c'était génial. Donc petite allusion à ce film qui, je trouve, reflète un petit peu les enjeux de communication que nous pouvons avoir aussi bien dans notre vie professionnelle que dans notre vie privée, et avec les talents ou avec les candidats, c'est un peu la même chose. Si on pouvait avoir la compétence de Mel Gibson et de savoir ce qui se passe dans leur tête, je pense que votre taux de conversion exploserait. Et c'est un peu l'idée. D'accord? Alors, les messages spécifiques, place à la communication ciblée. Donc, donc comme je vous ai dit, on avait défini nos cibles, nos enjeux, nos talent pools. Maintenant, on va s'intéresser à une talent pool spécifique que nous avons définie, dans lequel nous avons des talents potentiels. Et là, maintenant, on va s'intéresser à quel type de message on va envoyer à ces talents. Il y a un petit sondage, je me permets juste de faire une parenthèse. Il y a un petit sondage qui est disponible là dans l'onglet sondage en bas à droite. Sur la partie CRM, vous avez la possibilité de soumettre votre réponse. C'est intéressant pour nous de savoir un peu quel est votre statu quo aujourd'hui. Donc, place à la communication. Donc, il y a sur la communication ciblée, vous avez donc sélectionné le talent pool. Vous avez donc aussi identifié et créé potentiellement des contenus spécifiques et pertinents par rapport aux enjeux des cibles que vous avez définis, d'accord? Et maintenant, vous allez commencer à construire ce qu'on appelle des campagnes. Donc, tout ce que je vous explique ici, en fait, ce sont des méthodes de marketing. Hein. Donc, toute personne qui a fait peut-être du marketing dans le passé, c'est quelque chose qu'ils connaissent dans le marketing et c'est ni plus ni moins que du marketing appliqué au domaine du recrutement. D'accord? Donc, on va commencer à construire des campagnes avec du contenu soit générique, soit spécifique. Une chose est sûre, bien entendu, c'est qu'il est important, surtout pour le contenu spécifique et générique, d'adapter le contenu aux canaux de communication. Ok? Et ça, c'est un point essentiel car je suis sûr que dans votre vie privée, c'est pareil. Quand vous communiquez via email ou quand vous communiquez via WhatsApp ou via un autre média, vous ne communiquez pas de la même manière. Okay? Et donc, c'est important dans une stratégie de communication multicanal de prendre le canal de communication en considération pour adapter le message. Au-delà du contenu du message, il y a aussi la forme du message. Sur WhatsApp, on va communiquer de manière informelle. Donc,
même si vous faites une campagne de recrutement sur WhatsApp ou vous deviez faire une campagne de recrutement sur WhatsApp, n'utilisez ou en tout cas évitez les formes formelles. Les formes informelles sont beaucoup plus adaptées. Par contre, par email, bien entendu, les formes formelles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques statistiques et quelques chiffres par rapport à 3 moyens de communication différents. Je vais vous parler des emails, de WhatsApp et des SMS. Pour une question de temps, on va s'arrêter là, mais déjà pour vous donner quelques idées. Donc, 48% des Européens considèrent que l'email est leur canal privilégié pour entamer une relation de confiance. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas si élevé que ça. Okay. Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je m'attendais à avoir des résultats plus importants. J'aurais pensé que plutôt 80% auraient pensé ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, l'email, c'est un canal de communication important, mais ce que cette statistique dit, c'est qu'il ne doit pas être l'unique moyen de communication pour maximiser ses chances. Okay. Bien entendu, dans la construction d'une campagne email, il y a 3 étapes importantes à prendre en considération. C'est bien entendu, il faut définir un objectif, il faut adapter donc le contenu du message par rapport à votre cible. Il faut définir aussi un certain nombre d'emails ou une fréquence. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites aussi d'un point de vue marketing, c'est-à-dire une fréquence qui est sous-entendue par ça. Ce n'est pas simplement un seul email qui va suffire pour arriver à vos fins. Ça va être peut-être 3, 4, 5 emails différents avec des contenus différents. D'où la notion de fréquence. Est-ce que ces emails partent toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est tous les 2 jours? Ces choses-là doivent être définies. Vous devez bien entendu choisir un objet. Donc là, l'objet, c'est un élément important, l'objet de l'email, puisque c'est ça qui va énormément influencer l'ouverture de l'email en fonction de l'objet. Donc, il ne faut surtout pas négliger l'objet. La personnalisation du contenu. Donc, il faut pouvoir personnaliser le contenu par rapport à votre talent pool. Donc, si je reprends mon exemple de talent pool, les commerciaux à Paris, eh bien, je vais peut-être positionner la localité de nos bureaux, si cette localité est favorable, en tout cas est un avantage pour les personnes, les commerciaux basés à Paris, en montrant des bureaux fabuleux avec une vue sur la Tour Eiffel, par exemple, si c'est un des bénéfices que vous pouvez avoir. Ça fera partie des choses que je vais prendre en considération. Et enfin, bien entendu, il s'agit de suivre les indicateurs de performance. Sur la partie ensuite SMS, quelques statistiques. Donc là, c'est spécifique à la France, hein, bien entendu, ce que je vous montre, puisque d'un pays d'un autre, vous pouvez avoir des statistiques qui sont aussi différentes. Hein. Typiquement, en Allemagne, les SMS sont assez peu utilisés par rapport à la France. C'est beaucoup plus WhatsApp, là où en France, on a une utilisation de SMS beaucoup plus forte en comparaison avec WhatsApp. Sur les SMS, 91% des personnes ont leur téléphone à portée de main. Okay, donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, 92% des SMS sont lus dans les 4 minutes après leur réception. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que sous 4 minutes, généralement, le SMS est lu. Okay, donc ça vous donne une indication aussi de la typologie du message que vous pouvez avoir, sachant que votre message sera lu sous 4 minutes. Okay. Et enfin, pour créer une campagne SMS réussie en 3 étapes, généralement, nous, ce qu'on vous recommande, c'est choisissez bien vos cibles sur lesquelles vous allez faire du SMS. N'utilisez jamais le SMS en premier contact. Privilégiez plutôt des canaux formels sur le premier contact. Plutôt dans une 2e, 3e ou 4e contact, mais pas dans un premier contact. Intégrez aussi, si vous le pouvez, un call to action. Donc, un call to action, ça peut être une inscription à un événement ou candidater à une offre, quelque chose qui va les faire réagir. D'accord ? Et bien entendu, la notion de personnalisation sur les SMS est primordiale. Encore plus que sur les emails et encore plus que sur d'autres plateformes sociales. La notion de personnalisation est clé, ainsi qu'un ton beaucoup moins formel. Et enfin, le dernier canal de communication dont je vais vous parler, c'est WhatsApp. 57% de la population française s'y connecte. C'est non négligeable. Ça fait donc 32 millions de personnes, hein, donc c'est quand même important. Ce qui est intéressant sur WhatsApp, c'est qu'il y a un taux d'ouverture à 98%. C'est énorme. Donc WhatsApp, SMS, c'est vraiment des canaux de communication qui fonctionnent très très bien. Mais encore une fois, attention à ne pas les utiliser sur les premiers contacts. D'accord ? 80% des messages sont lus dans les 5 minutes. Ça, c'est à peu près similaire avec les SMS.
WhatsApp est une application qui, en moyenne, est ouverte entre 23 à 25 fois par jour. C'est énorme. Okay, les avantages de WhatsApp par rapport au SMS principalement, c'est que vous avez en fait un accusé de réception, ce que vous n'avez pas forcément par SMS. Sur WhatsApp, vous avez l'accusé de réception et vous voyez bien entendu si la personne a lu le message. Donc ça, c'est une indication supplémentaire et un bénéfice supplémentaire de WhatsApp versus le SMS. C'est une application bien entendu qui est internationale et sans surcoût, ou en tout cas très peu de surcoût. Ça dépend à quel volume ou quelle échelle vous l'utilisez. WhatsApp vous donne aussi, versus le SMS, une possibilité de partage de contenu multimédia qui est beaucoup plus adapté. Donc, si par exemple, à votre campagne de messages, vous voulez inclure une vidéo ou quelque chose, WhatsApp, par rapport au SMS, s'y prête beaucoup plus. OK? Voilà. Je vais faire une pause à cet endroit-là. Il y a aussi quelques sondages qui vous ont été envoyés, des nouveaux sondages qui vous ont été envoyés par rapport à WhatsApp, SMS et email. Juste pour nous, pour avoir un petit feeling sur qu'est-ce que vous utilisez réellement. Est-ce que c'est déjà des canaux que vous avez déjà utilisés dans votre quotidien, oui ou non? Voilà. Enfin, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui vous posez les questions de l'utiliser? Il y a quelques questions aussi qui ont été posées. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser pour un premier contact? Parce que c'est généralement des canaux de communication qui sont destinés plutôt à un environnement social privé, type famille, amis ou collègues proches. Et donc une personne, on va dire inconnue qui contacte par SMS n'est pas forcément quelque chose que les personnes apprécient par défaut. Alors il y a pas de problème. Encore une fois, ça dépend de vos cibles. Vous pouvez avoir des cibles qui, peut-être éventuellement, un premier contact pourrait faire sens. Mais généralement, ce que l'on voit dans les statistiques qu'on vous a montrées, c'est que le premier contact est plutôt à éviter. Mais ce n'est pas noir et blanc ce que je vous dis. Donc, c'est à prendre en considération versus les cibles que vous avez définies. Il y avait une question concernant les avis sur Google Maps. Oui, alors Google Maps c'est suivi, mais encore une fois, ça dépend très très sensiblement des profils et des cibles que vous visez, et puis aussi de votre business. Donc là, comme ça, de but en blanc, je peux pas vous donner une réponse précise, mais c'est à évaluer encore une fois par rapport à vos cibles. Voilà, je pense que les questions… Ah non, il y avait une autre question de Virginie. On doit demander l'autorisation de la personne avant de la contacter sur son numéro, données personnelles. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, c'était pas forcément là le sujet du webinar, mais bien entendu, vous avez besoin, d'un point de vue RGPD, d'une autorisation de l'utilisation des données d'un talent ou d'un candidat. Que ce soit son numéro de téléphone, son email ou autre chose. Toute donnée d'un candidat potentiel ou d'un talent potentiel, le candidat ou le talent doivent donner son accord pour l'utilisation de ces données. Une fois que cet accord est donné, bien entendu, vous pouvez utiliser ces canaux de communication. Encore une fois, ici, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de faire ça et qui vous permettent de vous le garantir. Mais c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, donc je vais pas y passer trop de temps, mais il y a des méthodes, en tout cas des outils qui vous permettent de vous supporter dans ces parties-là pour ensuite vous permettre de mettre en place vos stratégies. Et enfin, le dernier élément, c'est la partie automatisation, et après on peut passer à la partie Q&A. Sur la partie automatisation, donc une fois que j'ai créé mes campagnes, j'ai créé mon contenu et j'ai du contenu spécifique ou générique, eh bien, comment je peux l'automatiser par rapport à cet talent pool? Eh bien, on vous a mis un exemple ici. Bon, alors là, pour le coup, vous avez besoin d'un outil pour pouvoir faire ça. Sans outil, c'est très difficile, mais ce sont typiquement ce que des outils type CRM peuvent vous permettre de faire. C'est de travailler sur des séquences avec des automatisations où vous avez la possibilité, donc là vous avez un exemple ici, où je vais faire du sourcing, je vais sourcer un candidat sur LinkedIn, je vais aller chercher son consentement RGPD. Une fois que j'ai son consentement, je vais bien entendu lui envoyer un premier email, en tout cas le mettre dans une talent pool auquel il y a une campagne marketing associée à cette talent pool qui va automatiquement générer du contenu générique par email, entre autres.
En fonction de s'il y a une réaction ou pas de réaction, je vais passer sur du contenu spécifique, par exemple, par WhatsApp ou par SMS, qui va ensuite me mener éventuellement, en fonction de son call to action, à une proposition de postuler à une offre d'emploi. D'accord? Donc tout ça, ce sont des processus qui peuvent être automatisés de manière à ce que, en fait, vous, recruteurs, une fois que vous avez défini vos cibles et vos talent pools, vous n'ayez plus qu'une chose à faire, c'est de vous assurer que le talent ait été associé à la bonne talent pool. Une fois que ça c'est fait, tout le reste, en fait, et toutes les actions de nurturing vont se passer en background et vous n'avez plus grand-chose à faire si ce n'est que de mesurer et traquer et monitorer s'il y a des réponses ou pas pour pouvoir ensuite commencer à prendre des actions. Voilà. Et enfin, le dernier élément qui est de mesurer des indicateurs de suivi pour pouvoir ensuite reboucler sur tout ce que je vous ai dit auparavant, pour pouvoir ensuite fine-tuner en fait vos cibles, les enjeux que vous avez définis, les canaux de communication, car tout ce qu'on se dit aujourd'hui en tant que recruteur, au début, quand je le définis, je n'ai pas forcément la garantie de savoir pour sûr, si on prend Mel Gibson en tête avec sa compétence et ses facultés de tout savoir, eh bien, si nous ne l'avons pas au début, nous pouvons l'acquérir et donc être peut-être comme Mel Gibson à la fin, dans la mesure où, en fait, on mesure certaines choses et ça va être ce monitoring, ce tracking qui va nous permettre ensuite d'affiner et de nous rapprocher vraiment des vrais enjeux, des bons canaux de communication, des bons messages personnalisés qui vont nous permettre de maximiser notre taux de conversion. OK ? Donc, on vous a mis ici quelques exemples. Ce sont juste que des exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite maintenant. Le screenshot que vous voyez à droite, c'est un screenshot de notre outil d'analytics dans les outils que nos clients utilisent, qui permet donc à nos clients en fait de mesurer toutes ces choses-là et donc derrière d'adapter toute la partie messaging, cible, enjeu, etc. Voilà. Voilà pour les 4 étapes. Sur le comment, donc je les résume très rapidement. La première étape, c'est cibler les bons profils et définir les enjeux. La deuxième étape, ça va être de catégoriser les différentes talent pools ou en tout cas les viviers de talents. La troisième étape, ça va être la construction des messages ainsi que l'automatisation. Et la dernière étape, c'est donc mesurer, traquer pour pouvoir ensuite reboucler sur les 3 étapes d'avant et les fine-tuner. Voilà. J'espère que c'était intéressant et bien nous avons encore quelques minutes s'il devait y avoir quelques questions de votre côté. Alors, quelques questions ici de Virginie. On doit demander l'utilisation de la personne. Ah oui, non, donc ça, j'ai déjà répondu. Une question d'Émilie, si son CV est sur une CV Tech. Alors oui, si son CV est sur une CV Tech et que vous êtes membre de cette CV Tech, le candidat normalement a donné son accord au provider de cette CV Tech d'être contacté par des recruteurs. Donc en théorie, ça ne doit pas poser de problème. Après, il faut juste s'assurer que le provider qui vous donne accès à cette CV Tech a bien fait son travail aussi derrière. Il n'y a pas d'autres questions. Peut-être, est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un feedback avec une emoji ou une réaction? Est-ce que c'était intéressant pour vous? Est-ce que il y avait des choses ici que vous avez pu prendre, ou en tout cas qui vous apportent de la valeur? Je vois des pouces. Super. J'espère que c'était intéressant. Si jamais vous avez des feedbacks aussi sur, on va dire C'était super intéressant. Merci Pierrick. Merci Quentin. Si vous avez des suggestions, en tout cas, sur des précisions, sur certains sujets, bien entendu, en 45 minutes, on peut pas tacler l'ensemble des sujets concernant la communication, hein, donc ça peut aller beaucoup plus loin, mais n'hésitez pas, on serait ouvert pour faire une autre session de webinaire autour de ce sujet et pour aller encore un peu plus en profondeur. Je fais une dernière question d'Agnès. Quel est le coût de Clever Connect? Très, 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 très cher. Non, je rigole, bien entendu. Mais n'hésitez pas.
N'hésitez pas à contacter nos équipes si jamais vous souhaitez en savoir plus et puis on vous consultera. Eh bien, bonne journée en tout cas pour tous ceux qui nous quittent. S'il y a d'autres questions, je reste là. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée et c'était un plaisir pour moi de faire ce webinaire avec vous. Vous allez recevoir bien entendu cette présentation ainsi que le replay. Hein. Eh bien, bonne journée à vous tous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup et bien peut-être à très bientôt.